Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être fidèles. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos engagements. Merci de nous suivre à chaque fois. Et merci d'être là quand on a besoin de vous. Et ce soir, on a plus que jamais besoin de vous parce que nous allons débattre d'une thématique à la fois banale, mais qui est en réalité très sensible. Nous allons essayer d'aller dans les profondeurs d'un sujet qui lie la France et l'Algérie depuis maintenant, je dirais même quelques décennies. L'immigration. En Algérie, on a toujours le regard fixé ou les projecteurs braqués sur la France quand on veut aller à l'étranger. En France, la communauté algérienne, c'est la première communauté de migrants étrangers installés sur le territoire. On a toujours cette musique qui nous vient dans les oreilles. L'Algérie pour la France est une question de politique interne parce que le nombre des Algériens et des Franco-Algériens est si important. On a suffisamment dit, je pense, sur Algérie Part, il y a une intimité dans les relations algéro-françaises. Il n'y a pas que des liens économiques ou des liens sécuritaires, il y a aussi des liens humains et des liens démographiques. Des générations de Franco-Algériens, des générations d'Algériens qui sont installés en France, des Algériens naturalisés français, des Français d'origine algérienne, sans inclure naturellement dans cette catégorie les pieds noirs, les harkis, tout ça. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui la grande aventure humaine entre l'Algérie et la France. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui chez nous, dans notre plateau, un spécialiste de la démographie, M. Nicolas Poivreau-Monti. C'est ça. Directeur de l'Observatoire de l'immigration. Et de la démographie. Et de la démographie. Je vous laisse vous présenter juste quelques instants. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre parcours et de votre organisme. On a l'habitude de vous voir sur les chaînes de télévision françaises. Malheureusement, en Algérie, on ne capte pas tous ces chaînes de télévision. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même, de la démographie, de qu'est-ce que c'est comme science, et de votre organisme? Il existe depuis quand et quelle est sa spécialité? Bien sûr, écoutez, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un think tank, comme on dit dans une autre langue, un laboratoire d'idées, et qui a été créé il y a 4 ans maintenant, en partant de 3 constats assez simples. Le premier, c'était le grand degré de défiance dans l'opinion publique française sur les questions de migration et de démographie, avec cette idée d'un décalage entre ce que les gens ressentent ou souhaitent et ce que les politiques font. Donc ça, c'est un sentiment qui est objectivé par des sondages qui sortent maintenant à peu près tous les mois. Le deuxième grand constat, c'était la défiance envers les chiffres, les faits, les données en dur disponibles sur ces sujets, avec cette idée qu'elles seraient truquées ou qu'on cacherait des choses, etc. Les données en matière d'immigration et de démographie, elles ont beaucoup de défauts, notamment en France, mais elles existent et elles permettent de dire un certain nombre de choses. Et puis le troisième constat, peut-être le plus inquiétant, c'était la difficulté d'avoir un débat posé, rationnel, dépassionné sur ces questions. Et donc on a lancé ce laboratoire d'idées indépendant, il y a de ça 4 ans maintenant. 3 piliers, outre cette indépendance, donc l'indépendance, la rigueur technique, l'attachement aux faits, aux données, aux chiffres, et ce qu'on peut aussi appeler une forme de réalisme, c'est-à-dire une capacité à aussi voir ce qui ne va pas dans nos politiques d'immigration, dans nos politiques démographiques. Et pour répondre à votre question sur ce qu'est la démographie, c'est de manière un peu pompeuse la science des populations, dans leur croissance, dans leur dynamique de nombre, dans leur dynamique interne de composition sur un territoire, sur un autre. Et la question de l'immigration, c'est évidemment par excellence une question démographique. Très bien, excellemment. On va essayer dans cette émission de faire preuve de beaucoup de pédagogie parce qu'on s'attaque à des thèmes, comme je disais, qui sont extrêmement médiatisés, mais pas suffisamment bien expliqués. Alors, on commence par, quand je dis qu'il y a des liens humains importants, il est évident que la relation franco-algérienne, elle est particulière et exceptionnelle, pas seulement en raison des relations de la mémoire et de l'histoire à cause de la colonisation française, mais aussi en raison, à cause ou grâce, c'est selon, la forte présence démographique d'une communauté algérienne en France. L'immigration, tout court, il y a une histoire depuis bien avant l'indépendance de l'Algérie, bien après l'indépendance de l'Algérie, les Algériens vivent sur le territoire français depuis maintenant plusieurs décennies. Mais combien sont-ils, bon sang, à vivre en France? Quand je dis bon sang, parce qu'on entend tous les chiffres. Alors certains annoncent 5 millions, d'autres nous disent 6 millions, d'autres nous disent 2 ou 3 millions. Il y a combien d'Algériens en France? Et quelle est la définition d'un Algérien de France? Et c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de choses dépendent de la définition qu'on prend. Déjà, il y a une différence fondamentale entre un étranger et un immigré. Souvent, les deux termes sont un peu confondus. Un immigré, au sens de la statistique publique, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger, par exemple une personne qui est née algérienne en Algérie. Comme moi, par exemple. Comme vous. Et cet immigré, il a pu par la suite devenir français. Et donc, il reste un immigré, mais il n'est plus un étranger,
Un étranger, c'est une personne qui vit en France et qui n'a pas la nationalité française. Donc la plupart des étrangers sont des immigrés, mais il y a aussi des étrangers qui sont nés en France et qui ne sont pas français à ce stade parce que, par exemple, ils n'ont pas atteint leurs 18 ans et donc il n'y a pas encore le mécanisme du droit du sol. Si on prend l'immigration algérienne, la diaspora algérienne dans son sens peut-être le plus large, c'est-à-dire à la fois les immigrés eux-mêmes, ce qu'on appelle la première génération, les gens qui sont vraiment venus d'Algérie, la deuxième génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés de parents immigrés algériens, et puis au vu de l'ancienneté de cette immigration, la troisième génération, c'est-à-dire les gens qui ont des grands-parents algériens par exemple, on peut estimer de manière minimale, basse, que cette diaspora algérienne en France, elle comporte au moins 2,7 millions de personnes. Qu'est-ce que ça comporte ? 900 000 immigrés au sens strict, donc des gens qui sont nés algériens en Algérie, 1,2 million de descendants d'immigrés de deuxième génération, 1,2 million, et puis enfin au moins 600 000 descendants d'immigrés de troisième génération, c'est-à-dire des gens qui ont au moins un grand-parent algérien. Et c'est vrai qu'on entend souvent... Il n'y a pas de quatrième génération. Alors, il y a peut-être une quatrième génération, mais elle est sans doute statistiquement marginale à ce stade. Disons qu'en tout cas, les 2,7 millions sur 3 générations, c'est la fourchette basse, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2,7 millions de personnes qui se rattachent à la diaspora algérienne, sachant que dans cette estimation globale, il y a des gens qui ont des rapports très différents avec l'Algérie. Il y a des gens qui sont vraiment des immigrés. Il y a des gens qui ont un seul grand-parent immigré algérien, qui ne se sentent pas de lien particulier avec l'Algérie. Donc ça implique vraiment des relations très différentes par rapport à l'Algérie. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, vous évoquiez le nombre de 6 millions, ça a été dit notamment par le chef de l'État Tebboune. On sent parfois dans le discours du gouvernement d'Alger une volonté de gonfler les estimations du nombre d'Algériens en France. Il y a beaucoup d'Algériens en France, c'est la première immigration en France qu'on parle de l'immigration au sens strict, c'est-à-dire de la première génération des immigrés, qu'on regarde le nombre de titres de séjour en cours de validité. Les Algériens sont la première nationalité bénéficiaire des titres de séjour en France, mais il n'y a sans doute pas, il n'y a même certainement pas 6 millions d'Algériens en France. Ça, c'est une estimation gonflée qui vise sans doute aussi à faire de la diaspora un instrument dans un rapport de force entre le gouvernement d'Alger et Paris, avec cette idée qu'il y a un poids politique de la diaspora, un poids électoral notamment pour celle d'entre elles qui a la nationalité française. Justement, sur le plan électoral, le poids électoral, on en parlera après. Mais justement, est-ce qu'on peut juste, toujours au nom de la pédagogie, pour être scientifiquement bien clair, qu'est-ce que c'est que la première, la deuxième, la troisième génération ? Bien sûr. Alors la première génération, ça renvoie aux personnes qui sont arrivées d'Algérie, c'est-à-dire qui sont nées en Algérie, qui étaient algériens en Algérie, ce ne sont pas des enfants de Français expatriés en Algérie, et qui sont venus s'installer en France et qui vivent maintenant en France. En fait, cette première génération, ça renvoie à des gens de tous âges. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des immigrés algériens de 90 ans qui sont arrivés dans les années 50 ou 60, et il y a aussi des immigrés algériens de 21 ans qui sont arrivés il y a 3 ans. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la première génération, dans le sens où ce sont des immigrés au sens strict. La deuxième génération, ce sont les gens qui ont 1 ou 2 parents qui étaient eux-mêmes immigrés algériens. Donc cette deuxième génération, c'est 1,2 million de personnes. Une large part d'entre elles disposent de la nationalité française. En tout cas, à ces 18 ans, vous savez, on a en France un régime dit du droit du sol qui fait qu'on devient automatiquement français à 18 ans quand on est né en France de parents étrangers et qu'on a vécu au moins 5 ans en France. Pas à 16 ans, à 18 ans ? À 18 ans, absolument. Il faut avoir vécu au moins 5 ans en France, entre 11 et 18 ans, et être né en France. On peut anticiper dès 16 ans si on remplit déjà les critères. Donc là, on fait une déclaration à la préfecture et on devient français un peu plus tôt que prévu. Et donc, en tout cas, une large part de cette deuxième génération dispose de la nationalité française. Et puis la troisième génération, c'est évidemment encore plus vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'une part importante de cette deuxième génération dispose aussi de la nationalité algérienne. Et ça renvoie à l'un des angles morts du débat, qui est par exemple le nombre de binationaux franco-algériens. Exactement. Alors, justement, M. Nicolas, on allait en parler. Il n'y a pas de chiffre officiel sur les binationaux. Je crois qu'il y a un seul chiffre qui circule depuis le début des années 2000. On parle de 2 millions et quelques de binationaux, mais tous les binationaux, c'est-à-dire tous les franco et quelques. Parce qu'il y a les franco-marocains, les franco-algériens, les franco-européens, peut-être, je ne sais pas. Mais alors, il y a combien de franco-algériens et pourquoi ce chiffre-là est si difficile à être annoncé ou à obtenir ou il n'est même pas rendu public? Pourquoi? Non, bien sûr. Alors, de ce point de vue-là, les torts sont partagés. C'est-à-dire que, d'une part, le gouvernement algérien, alors il a sans doute des données parce qu'il a un réseau consulaire très dense en France, mais quand il les partage, c'est de manière un peu gonflée, hein, c'est ce qu'on évoquait. Et c'est vrai que du côté français, c'est une donnée qu'on ne suit pas. C'est-à-dire que l'INSEE, donc, qui est l'Institut national des statistiques économiques, qui gère toutes les statistiques liées à l'immigration, ce que je vous disais à l'instant de la première, deuxième, troisième génération, ce sont les bases de données de l'INSEE qui permettent de le voir. L'INSEE ne suit pas, n'a pas d'indicateur sur le nombre de binationaux, ni au global, ni par pays d'origine.
C'est un tort, à mon sens. On peut l'approximer, on peut l'approcher en additionnant les générations, finalement. C'est ce que je vous disais, une première, une deuxième, une troisième génération. C'est approximatif parce que, je l'évoquais, dans la troisième génération, il y a des gens qui ont un seul grand-parent algérien. Il est probable qu'ils n'ont jamais eu de passeport algérien, donc ce ne sont pas des binationaux. Il pourrait être raisonnable d'estimer qu'il y a quelque chose comme peut-être il y a au moins 1 million de franco-algériens, de gens qui ont la nationalité française et algérienne. Il n'y a pas de données qui le disent, mais on peut le déduire un peu à la louche, si vous voulez, notamment en regardant ce qu'est la deuxième génération, en sachant que dans la première génération, il y a aussi une part importante d'immigrés algériens qui ont acquis la nationalité française et qui sont donc aussi, la plupart du temps, devenus des binationaux, parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur nationalité algérienne. Tout ça pour vous dire qu'on n'en sait pas grand-chose, mais qu'on peut avoir des estimations approximatives. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques en disant combien de Français ont une nationalité étrangère. Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit, contrairement à d'autres sujets, c'est que pour l'instant, on ne le fait pas. On a choisi de ne pas le faire pour différentes raisons. Alors, je pense qu'il y a une volonté politique d'estimer qu'à partir du moment où quelqu'un est français, le fait qu'il y ait une autre nationalité n'est pas d'importance. Vous voyez, c'est-à-dire que s'il est français, il doit juste être compté comme français et pas comme franco-algérien. À mon sens, ça relève d'une vision que la démographe Michel Tribala avait résumée avec l'expression les yeux grands fermés. Vous voyez, cette idée que finalement, pour ne pas voir un sujet, enfin plutôt pour régler un sujet, la meilleure façon, c'est de ne pas vouloir le regarder et de ne pas vouloir savoir, parce que déjà mettre des chiffres, déjà demander aux gens, typiquement s'ils ont une binationalité, ce serait vu comme un moyen de les assigner dans leur groupe d'origine. Moi, ça me semble être une vision un peu obscurantiste, finalement. Je pense que tout ce qui contribue à la connaissance est une bonne chose et qu'on gagnerait demain à avoir des données plus précises sur la binationalité. Alors, il y a aussi un problème, c'est la présence des immigrés irréguliers ou clandestins et qui ne sont pas inclus dans les statistiques officielles. Non. Alors, en tout cas... Voilà. Et il y a des affirmations de part et d'autre qui imputent à la communauté algérienne d'être la première nationalité des sans-papiers en France. Est-ce qu'on a une idée de ces sans-papiers et combien sont-ils ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement un faisceau d'indices qui montre que les Algériens sont très probablement la principale nationalité de l'immigration irrégulière en France. Ces indices, qu'est-ce que c'est ? D'une part, les données sur les étrangers interpellés en situation irrégulière. L'an dernier, il y a eu 30 000 Algériens interpellés en situation irrégulière en France. C'était le premier pays d'origine concerné. La deuxième donnée, ce sont les nationalités dans les centres de rétention administrative. Donc les centres de rétention administrative sont les lieux fermés où on place les étrangers en situation irrégulière que l'on souhaite expulser, éloignés du territoire par la force. Et donc là, les Algériens sont la première nationalité. Il y a environ un tiers des étrangers retenus dans les centres de rétention en France qui sont des Algériens. Et la troisième donnée sur laquelle on peut se fonder, c'est celle relative aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Alors l'aide médicale d'État, c'est un dispositif de soins qui est réservé aux étrangers en situation irrégulière, sous conditions de ressources. Et il y avait eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales il y a 5 ans qui s'était intéressé à quelques grandes villes, c'était Saint-Denis, Marseille, Lyon, et on se rendait compte que les Algériens étaient, dans les hôpitaux de ces villes, la première nationalité des recourants à l'aide médicale d'État. Mais il n'y a pas de chiffres qui ont été rendus publics. Mais il n'y a pas de chiffres rendus publics, mais là, ça renvoie à une difficulté plus globale sur l'immigration clandestine. Vous voyez, le ministère de l'Intérieur estime qu'au total, toutes nationalités confondues, il y a peut-être entre 600 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière en France, parmi lesquels les Algériens sont sans doute les étrangers les plus nombreux, mais on a du mal à quantifier quelle est leur part exacte. Et puis par ailleurs, il faut savoir que, j'évoquais les statistiques de l'INSEE, en théorie, sur la première génération des immigrés, l'INSEE compte à la fois les légaux et les illégaux. Elle n'est pas censée voir la distinction. Mais en vérité, on a parfois du mal à faire des statistiques sur certains territoires. Si on prend un cas un peu exemplaire qui est celui de la Seine-Saint-Denis, donc ce territoire qui comporte la plus forte part de population immigrée de toute la France métropolitaine, il y a de ça 6 ans, 2 parlementaires, les députés Coquendo et Cornu-Gentil, ont fait un rapport sur les politiques publiques en Seine-Saint-Denis et ils estimaient la population d'étrangers en situation irrégulière dans ce seul département entre 150 et 400 000 personnes. Et vous voyez un peu l'écart, quoi. Alors déjà, si c'est 400 000... L'écart, il est énorme. Mais l'écart est énorme. Si c'est 400 000 personnes, ça veut dire que c'est un quart de la population officielle du territoire. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est effectivement l'écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne sait pas si 250 000 personnes en situation irrégulière se trouvent ou ne se trouvent pas dans un département qui est pourtant directement limitrophe de Paris. Là, on ne parle pas de Mayotte ou de la Guyane, on parle de la Seine-Saint-Denis. Monsieur Nicolas, la France, quand même, est une puissance universelle. Elle a des services de renseignement, elle a des services secrets,
Elle est au moins les services de renseignement français, les sources sécuritaires, la police judiciaire, les départements. Ils sont quand même, rassurez-nous, est-ce qu'ils sont quand même capables de savoir il y a combien d'étrangers sur leur territoire? Oui, alors de ce point de vue-là, je pense que l'appareil de renseignement intérieur a beaucoup d'informations dont toutes ne sont pas diffusées. Y compris auprès des experts comme vous. Oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'accès privilégié à des données qui ne seraient pas publiques. Je travaille sur des bases qui sont accessibles à tous. C'est vrai qu'il y a parfois un écart entre ce que la statistique publique indique et ce que les sources sécuritaires peuvent dire d'un territoire ou de l'autre. Et je pense que ça renvoie vraiment, je le disais tout à l'heure, à une volonté de ne pas voir un certain nombre de sujets. Vous savez, on dit souvent que l'immigration, c'est un sujet sensible, et de fait, ça l'est aujourd'hui dans le débat public. Et les données relatives à l'immigration sont considérées comme spécialement sensibles. Et vous voyez, dès qu'on veut aller un peu plus loin dans le fait de connaître la situation, on se heurte à des oppositions très vives. Pour vous donner juste un exemple, l'INSEE a ajouté dans son questionnaire du recensement pour 2025 une question relative au lieu de naissance des parents, au pays de naissance des parents. Donc on demande aux gens, quand on leur pose les questions du recensement, est-ce que vos parents sont nés à l'étranger et le cas échéant, dans quel pays? Et bien, il s'est trouvé un certain nombre de gens, le président de la Ligue des droits de l'homme, la secrétaire confédérale de la CGT, des voix comme ça, pour dénoncer l'ajout de cette question, alors que c'est simplement une question qui vise à connaître l'état de la société française. Donc il y a vraiment une crispation sur ces données qui nuit à la connaissance et qui me semble dommageable pour l'ensemble du débat public. Alors, pour nous, on sait pas. Le titre de l'émission, est-ce que c'est un fardeau, un privilège? Bon, ça peut peut-être choquer, ça peut être titiller, etc. Mais nous, on est là vraiment pour essayer de réveiller les consciences. L'immigration, on a toujours dit qu'elle était porteuse de bonnes perspectives économiques, etc., pour la France. Et on a toujours raconté le récit que les Algériens, quand ils sont venus après l'indépendance, ont participé au développement économique de la France. Sauf qu'aujourd'hui, quand moi je suis là en France depuis 2019, un constat quand même empirique, c'est qu'il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de chômage, il y a des fléaux sociaux, etc. Quelle est la situation réelle de la communauté algérienne du point de vue socio-économique? Est-ce une communauté qui est réellement prospère? Est-ce qu'elle profite de la prospérité de la France? Est-ce qu'elle apporte, est-ce qu'elle contribue aussi à la création de la prospérité de la France? De façon, encore une fois, sincère et honnête et pédagogique, bien sûr, sans aucun jugement de valeur. On veut juste comprendre. Non, bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration algérienne en France est marquée par des difficultés d'intégration économique et sociale qui sont quand même très objectivables. Pour vous donner simplement une donnée, en travaillant sur les bases du recensement de l'INSEE que j'évoquais, on se rend compte que parmi l'ensemble de la population étrangère algérienne en France, âgée de 15 ans et plus, on a quasiment 40% de personnes qui sont chômeurs ou inactifs, hors étudiants et retraités, c'est-à-dire quasiment 40% de personnes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. 40% de personnes, 40% des immigrés algériens installés en France? 40% des étrangers algériens, c'est-à-dire qu'on met de côté les Algériens qui ont acquis une nationalité française. 40% de ces étrangers, 39% pour être précis, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. À titre de comparaison, c'est 13% pour les Français, donc c'est un taux de chômage et d'inactivité hors études et retraites 3 fois plus élevé que celui des Français. Et ce constat essentiel, il a évidemment des répercussions sur tout le reste de la chaîne de l'intégration économique et sociale. Et l'une des vraies difficultés liées à ça, bon, il y en a beaucoup, mais c'est que ces difficultés ne se limitent pas à la première génération. Là, j'évoquais les étrangers algériens, qui pour la plupart sont aussi des immigrés de première génération et sont arrivés de l'Algérie. Mais si on regarde la deuxième génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés en France d'un ou deux parents immigrés algériens, on se rend compte que ces difficultés d'intégration sur le marché du travail perdurent, hélas, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si on prend le champ des descendants d'immigrés... Excusez-moi, pour revenir sur le jeu de 40%, il est effrayant quand même, il est énorme. Il est effrayant. Vous voulez nous dire que 40% des Algériens qui vivent en France, qui n'ont pas été naturalisés, c'est ça, qui n'ont pas la nationalité française, exactement, seraient au chômage? Alors, sont soit au chômage, soit sont inactifs divers, c'est-à-dire ils sont alors soit hommes ou femmes au foyer, il y en a, soit ils sont aux minima sociaux, soit ils sont dans un autre registre, ils ne sont pas forcément chômeurs, parce que vous voyez, chômeurs, c'est des gens qui sont enregistrés au chômage. On peut ne pas travailler et ne pas être chômeur non plus. Et donc ça, effectivement, ce cas-là, ni en emploi, ni en études, ni en retraite, c'est près de 40% de la population algérienne en France. Et ça n'a pas interpellé les pouvoirs publics, ça n'a pas inquiété. Ça s'explique par quoi, selon vous? Alors, ça s'explique par différentes raisons. D'abord, il y a la question des motifs d'entrée
de l'immigration algérienne en France. L'un des résultats, entre autres choses, de l'accord franco-algérien de 68, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est que l'immigration algérienne reçue en France, elle est très largement pour motif familial et non pas pour motif économique. Par exemple, parmi les premiers titres de séjour qui ont été accordés, c'est ça, exactement. Et puis l'immigration familiale au sens large, parce que le regroupement familial, c'est une catégorie parmi d'autres. Parmi les immigrés algériens qui ont obtenu un premier titre de séjour en France l'an dernier, près de 55% d'entre eux l'ont obtenu pour motif familial. À titre de comparaison, c'est 22 points de plus que parmi les Marocains qui ont obtenu un premier titre de séjour, sachant que les immigrations marocaines et algériennes se ressemblent sur beaucoup d'aspects en France. Ce que j'ai dit des difficultés d'intégration des immigrés algériens, je peux le dire aussi dans une large mesure de l'immigration marocaine. Mais est-ce qu'il y a 40% de Marocains qui sont en chômage? Il y a de mémoire quelque chose comme 35% de ressortissants marocains de plus de 15 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Donc ce n'est pas tout à fait autant que les Algériens, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur, si vous voulez. Mais voilà, l'immigration algérienne en France, elle est très familiale. La motivation économique n'est pas le principal motif, loin s'en faut, pour qu'on donne des titres de séjour. Par ailleurs, les immigrés algériens en France sont globalement peu qualifiés, c'est-à-dire que la part de ceux d'entre eux qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP est nettement plus forte que dans la population non immigrée. Donc quand on a peu de qualifications, c'est aussi plus difficile d'arriver sur le marché du travail. Et puis je pense aussi que dans le chiffre des presque 40%, 39% d'Algériens que je vous citais, il y a aussi, j'en suis même certain, un fort écart entre les sexes. C'est-à-dire que, de mémoire, c'est 51% des femmes algériennes en France qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et ça renvoie aussi à des questions de vision de la structure familiale et du rapport entre les hommes et les femmes. Juste pour la source de ce chiffre-là de 40%, c'est laquelle? C'est l'INSEE toujours? C'est ça, c'est l'INSEE, c'est le recensement INSEE de 2021. Vous savez, il y a toujours un délai de traitement. Donc là, les dernières données qu'on a eues l'été dernier, ça porte sur le recensement 2021, recensement par nationalité. Et c'est ce qui nous permet de voir effectivement ce qu'on a pu décrire à l'instant. Très bien. Je précise ça toujours au nom de la pédagogie. Vous faites bien. Voilà, l'INSEE, je rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs algériens qui ne connaissent pas, c'est l'organisme qui recueille les statistiques socio-économiques en France. C'est un organisme Absolument. public. C'est l'équivalent en Algérie de l'Office national des statistiques. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, sur l'immigration, sur le regroupement familial, il y a vraiment un sujet, un tabou à casser. Il y a des constats qui sont faits, mais je crois qu'il y a un spécialiste qui s'appelle Stefanini, qui a fait un livre, et dans ce livre, je n'ai pas pu le confirmer à 100%, est-ce que l'immigration, les regroupements familiaux, est-ce qu'ils sont l'œuvre d'Algériens qui viennent d'Algérie, ou d'Algériens qui sont nés en France, qui sont naturalisés français, et qui partent ramener des conjoints davantage d'Algérie? Je m'explique. Nous avons l'impression quand même, un constat empirique que moi j'ai fait autour de mon entourage personnel et familial, en s'appuyant sur quelques sources, mais qui ne sont vraiment pas nombreuses, que le regroupement familial est davantage utilisé par les Français d'origine algérienne ou les Franco-algériens que par les Algériens eux-mêmes. Généralement, les Algériens, quand ils viennent en France, ils se marient avec des femmes ici. Ou les Algériens se marient avec des hommes ici. Mais le contraire serait un peu vrai. C'est qu'il y a encore beaucoup de Franco-algériens ou de Français d'origine algérienne qui se marient à l'étranger, qui ramènent des conjoints depuis l'Algérie. Est-ce que c'est une vérité, oui ou non? Est-ce que le regroupement familial, en clair, est-ce que le moteur du regroupement familial, ce sont uniquement les migrants algériens nés en Algérie? Alors non, donc, clairement, ça n'est pas uniquement ça. Vous avez raison de souligner que quand on parle du regroupement familial, on parle d'une chose bien particulière, qui sont des étrangers en situation régulière, qui, au bout d'un certain délai de résidence, en ayant une surface suffisante de logement, en ayant des ressources sur 12 mois qui équivalent au moins un SMIC, il y a une série de critères comme ça, font venir de l'étranger leurs conjoints et leurs enfants. Le regroupement familial, c'est vraiment ça. Donc il y a ça d'une part. Mais d'autre part, il y a effectivement une autre part très importante de l'immigration familiale, qui est ce qu'on appelle les familles de Français. Et dans ces familles de Français, il y a notamment beaucoup de Français d'origine étrangère qui épousent un ressortissant ou une ressortissante du pays d'origine de leurs parents. Par exemple, un Français d'origine algérienne qui épouse une Algérienne d'Algérie. Et là, effectivement, ça n'est pas du regroupement familial, mais c'est de l'immigration familiale au sens large. Si on prend le total de l'immigration familiale, tout confondu, en France l'an dernier, on a eu 90 000 premiers titres de séjour accordés pour motif familial. Dans ces 90 000, il y a 40 000 familles de Français, donc c'est effectivement le cas le plus fréquent au global. Ensuite, on a 35 000 membres de famille, donc globalement c'est le regroupement familial, les étrangers qui font venir leurs conjoints et leurs enfants du pays d'origine.
et on a 15 000 titres qui sont liens personnels et familiaux, c'est le reste, en gros. Donc effectivement, il y a cette part importante de l'immigration maritale, finalement. Et cette immigration maritale, dans le contexte de l'immigration algérienne, elle est aussi spécifique parce que les règles qui s'appliquent aux Algériens en France pour cette immigration ne sont pas les mêmes que pour les autres. L'accord de 68. C'est ça, c'est-à-dire que l'accord de 68, c'est un régime dérogatoire au droit commun qui fait que les règles normales de l'accueil et du séjour des étrangers en France ne s'appliquent pas, dans une large mesure, aux ressortissants algériens. Et pour vous donner un exemple dans ce cas précis, les ressortissants algériens, quand ils demandent une carte conjointe français, sont dispensés de la condition d'une vie commune avec leur épouse ou leur époux depuis un certain temps, là où cette condition est exigée pour un certain nombre d'autres pays. En fait, c'est le droit commun. Normalement, on exige une durée commune de vie en France de mémoire d'au moins 6 mois, ce qui n'est pas le cas dans le cas des Algériens. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce mécanisme spécifique de l'accord franco-algérien qui facilite l'immigration de type conjointe français, qui est par ailleurs très nombreuse. Un accord qui fait l'objet de plusieurs grosses polémiques en France, parce que plusieurs politiciens ou personnalités politiques importantes de premier rang veulent le dénoncer, veulent le supprimer, cet accord-là. Mais du côté algérien, quand même, on estime que c'est une polémique assez surgonflée. Parce qu'en réalité, M. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cet accord donne toujours des privilèges aux Algériennes et aux Algériens? Et est-ce qu'il n'a pas été vidé de son sens depuis l'imposition du visa? Parce qu'il n'y a plus de liberté de circulation entre les deux pays à partir du moment où il y a des visas. Et il y a des restrictions. Est-ce que cet accord continue, encore une fois, à renforcer l'immigration familiale en France? Est-ce qu'il y a toujours du sens, cet accord, aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les réactions du gouvernement algérien à la suite de l'arrivée de ce débat sur l'accord franco-algérien dans le débat public en France, il y a une forme de paradoxe. Parce que d'une part, le gouvernement algérien nous explique que l'accord franco-algérien n'a plus vraiment de dispositions favorables, que c'est une coquille vide, que c'est un reliquat, d'une part, mais d'autre part, la perspective de sa dénonciation ou de sa renégociation, à minima, semble aussi beaucoup crisper le gouvernement algérien, qui voit ça comme quelque chose de très négatif et comme une provocation. Cet accord franco-algérien, donc il est complètement dérogatoire au droit commun, il a un certain nombre de dispositions qui sont plus favorables que le droit commun de l'immigration, toujours aujourd'hui, notamment sur l'immigration familiale. J'en donnais un exemple à l'instant, mais je pourrais en évoquer d'autres. Par exemple, un Algérien qui veut avoir un titre en France comme parent d'enfants mineurs n'a pas à prouver qu'il contribue vraiment à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Un Algérien qui a une présence habituelle en France depuis 10 ans au moins, qu'il soit ou non en situation régulière, au bout de ces 10 ans, il a le droit d'avoir une carte de séjour en France, un certificat de résidence, puisque c'est le nom spécifique des titres de séjour pour les Algériens. Donc pour tout le volet de l'immigration familiale, c'est nettement plus favorable. À côté de ça, il y a d'autres dispositions qui sont effectivement moins favorables que le droit commun. C'est le cas pour une partie de l'immigration étudiante. C'est le cas pour ce qu'on appelle les passeports talents, alors qui sont un volume très restreint en France, mais qui sont censés concerner des étrangers à fort potentiel, notamment économique et éducatif. Donc les Algériens n'ont pas le droit au passeport talent. Mais si on fait la balance entre les dispositions favorables et les dispositions moins favorables, un rapport d'information du Sénat sur ce thème des accords bilatéraux migratoires il y a 3 mois a dit très clairement qu'au global, l'accord franco-algérien, il est aujourd'hui plus favorable aux ressortissants algériens que le droit commun. Maintenant, votre question qui est importante est de savoir si cet accord a du sens. Moi, je pense que cet accord, il est mauvais pour le cas français, mais il est aussi mauvais du côté des Algériens, parce qu'il y a un certain nombre d'Algériens à très fort potentiel qui voudraient, par exemple, aller travailler pendant un certain temps en France et avoir, par exemple, des passeports talents, qui ne peuvent pas prétendre au passeport talent. Et c'est aussi mauvais pour la France, dans la mesure où le type d'immigration algérienne qu'il favorise, c'est, je le disais, une immigration familiale qui est globalement décorrélée des besoins économiques, qui est décorrélée des capacités d'intégration de la société française. Et puis ça pose aussi du côté français une question de cohérence. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que les Algériens sont la première nationalité bénéficiaire des titres de séjour aujourd'hui en France, sur les titres de séjour en cours de validité. Son existence fait que nos lois sur l'immigration, on en vote maintenant quasiment une tous les ans ou tous les 2 ans en France, nos lois sur l'immigration, dans une large part, ne s'appliquent pas à la principale nationalité de l'immigration en France. C'est quand même un enjeu de cohérence politique qui est assez sérieux, et je pense à cette aune que l'accord franco-algérien, qui a été conçu dans les années 60 dans un contexte très différent, les Trente Glorieuses, donc une forte démographie algérienne, les besoins de l'industrie française en main-d'œuvre, une main-d'œuvre peu qualifiée mais francophone, ce contexte-là n'existe plus aujourd'hui. Et donc je pense que l'accord franco-algérien, il a effectivement une dimension surannée qui devrait mener soit à une renégociation en profondeur,
soit plus simplement une dénonciation qui ne serait pas dramatique pour les Algériens, simplement les Algériens seraient... Alors qu'est-ce qu'il faudrait renégocier? Alors, en fait, il y a toutes les dispositions relatives à l'immigration familiale. Je pense que ces dispositions doivent être au minimum alignées sur le droit commun de l'immigration. J'évoquais les conditions pour qu'une ressortissante algérienne, par exemple, vienne rejoindre son mari français en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne vérifie pas qu'il y a vraiment une vie commune entre ces personnes, vous voyez, parce que sinon c'est un nid à fraude. Et du côté algérien, on pourrait envisager, par exemple, de prévoir que les passeports talents soient éligibles aux ressortissants algériens. Donc ça, c'est la renégociation. La vraie difficulté, c'est que, vous le savez mieux que moi, le gouvernement algérien n'est pas dans une optique de négociation sur aucun sujet. Il est très attaché à cet accord parce qu'il estime que ça fait partie des acquis de l'Algérie indépendante par rapport à sa décolonisation. Et voilà. C'est très paradoxal. C'est un acquis historique par rapport à l'héritage de la colonisation. Ouais. En fait, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que dans l'esprit de cette rhétorique, là, un acquis de l'Algérie indépendante, ce serait d'avoir une relation privilégiée, un accord privilégié avec l'ancien pays colonisateur. Donc c'est une vision de l'indépendance qui est quand même un peu surprenante. Mais par ailleurs, le gouvernement algérien est dans une logique de rapport de force sur ces sujets. Au-delà de l'accord de 68 en tant que tel, qui est vraiment le cœur du sujet, il y a un ensemble d'autres accords franco-algériens en matière d'immigration qui sont dérogatoires. On pourrait citer la Convention de 1980 sur la sécurité sociale, qui fait que globalement les Algériens sont censés être pris en charge comme les Français en France. C'est censé marcher aussi en sens inverse, mais il se trouve qu'il y a moins de Français qui vont se faire soigner en Algérie. Voilà. Malheureusement, voilà. Le système médical algérien n'est pas encore mais voilà. très développé pour attirer des patients étrangers. Non, et je crois d'ailleurs savoir qu'une part de la nomenclature algérienne vient se faire soigner en France à défaut d'avoir réussi à développer un système de santé performant et satisfaisant en Algérie. Donc voilà, il y a l'ensemble de ces accords bilatéraux qui conduisent à des situations d'injustice. C'est-à-dire que, pour ne prendre qu'un autre exemple, le RSA, vous voyez, les minima sociaux. En France, quand on est un étranger et qu'on veut toucher le RSA, il faut avoir vécu au moins 5 ans en France avec un titre de séjour qui donne droit à travailler. Les Algériens sont dispensés de cette condition. Pourquoi ? J'entends que ça puisse être favorable pour les personnes qui en bénéficient, mais du simple point de vue de l'équité... L'accord de 68, toujours. Alors, là, ce n'est pas spécifiquement l'accord de 68, c'est globalement les différents accords bilatéraux conduisent notamment à ça. On pourrait multiplier d'autres exemples. Les critères de résidence... Pour le changement de statut, par exemple. Pour le changement de statut, les critères pour bénéficier du minimum vieillesse aujourd'hui en France sont aussi plus favorables pour les Algériens que pour les autres. Je ne vais pas m'étendre sur tous les exemples, mais on peut comprendre que ça pose une question d'équité. Alors justement, ça peut poser une question d'équité. Est-ce qu'on ne peut pas en retourner du point de vue algérien ? Oui. Vous pensez quoi de celles et ceux qui disent que les Algériens ont apporté une grande pierre à l'édifice de la reconstruction de la France et qu'économiquement, ils sont importants c'est une source importante de développement économique pour la France. Et est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? L'immigration apporte quoi ? L'immigration algérienne particulièrement. Qu'est-ce qu'elle apporte du point de vue financier à la France aujourd'hui ? Et est-ce qu'elle a réellement apporté un bienfait économique à la France depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des bienfaits économiques concrets évalués ? Il y a des études qui ont été faites. L'immigration coûterait 80-90 milliards d'euros, mais elle rapporterait comme ci, comme ça. La réalité, elle est quoi ? Alors, de ce point de vue-là, il y a quelques mythes historiques sur l'immigration algérienne en France. Le premier d'entre eux étant celui que cette immigration algérienne aurait joué un rôle central au moment de la reconstruction, vous savez, après 1945. Or, il se trouve que le décollage de l'immigration algérienne a commencé à se faire au milieu des années 50, pour l'essentiel, et que la reconstruction de la France au sens strict était terminée dès 1950 ou 1951. Donc l'immigration algérienne a plutôt joué un rôle dans le cadre des Trente Glorieuses, donc c'est la période qui a suivi la reconstruction, la période de croissance économique, avec une présence très forte dans certains secteurs, notamment industriels, le BTP, l'automobile, avec tout l'archétype de l'OS, l'ouvrier spécialisé algérien, peu qualifié, mais qui était sur une chaîne de montage. Il se trouve que ce type d'immigration largement au travail, et qui avait un rôle économique dans ce cadre-là, aujourd'hui ça ne correspond plus, depuis les années 70 au moins, à la réalité de l'immigration reçue en France. Je le disais tout à l'heure, il faut voir ce qu'est la part des Algériens qui n'occupent ni un emploi, ni en études, ni en retraite. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique une moindre contribution aux finances publiques, parce que forcément, quand on ne travaille pas... On ne cotise pas, on ne paye pas d'impôts. D'une part. Et d'autre part, ça implique aussi qu'on va plus recourir à tous les dispositifs de solidarité collective. Et que donc, on va moins apporter aux dépenses et on va plus consommer des dépenses. Pour prendre un seul exemple, celui du logement, on a aujourd'hui en France presque la moitié, 49%, des immigrés originaires d'Algérie qui vivent en logement social.
Donc c'est 4 fois plus que les personnes sans ascendance migratoire. 49%. 49%. Et si on regarde la deuxième génération, celle des descendants d'immigrés d'origine algérienne, on est encore à 44% de descendants d'immigrés algériens de deuxième génération qui vivent en logement social. Et évidemment, ça a des implications qui sont gigantesques. Je pourrais multiplier les exemples sur d'autres sujets, sur le rapport au système de santé. Si on prend en considération vos chiffres, finalement, c'est une communauté qui souffre de la précarité, qui souffre énormément de la malvie. Donc le rêve français, est-ce qu'il existe le rêve français pour la communauté algérienne? Alors, je pense qu'il y a évidemment des trajectoires individuelles de réussite nombreuses. On en parlera juste après des talents et des cerveaux. Mais voilà, Mais globalement, ça existe. Au global, le constat est celui d'une moindre intégration au marché du travail, avec tout ce que ça implique. Parce que l'intégration au marché du travail, c'est un reflet de tout le reste, finalement. C'est un reflet de l'intégration économique, c'est aussi un reflet du manque d'intégration éducative, par certains aspects, pour la deuxième génération, avec des difficultés scolaires qui peuvent être plus marquées qu'ailleurs. C'est le reflet aussi, parfois, d'un enjeu culturel, de rapport au pays d'origine. Vous voyez, typiquement, si on prend une autre immigration, qui a aussi, par exemple, connu la colonisation, l'immigration vietnamienne. Vous voyez, le Vietnam a été une colonie française. Il y a eu une guerre en Indochine, une guerre d'indépendance. Terrible, d'ailleurs. Terrible, comme il y a eu une guerre en Algérie. Si vous prenez les immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, au sens de l'INSEE, donc c'est l'ancienne Indochine, Vietnam, Cambodge, Laos. Ils sont combien, d'ailleurs? Alors, au sens large, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois de mémoire qu'il y a quelque chose comme 200 000 immigrés de première génération et 300 000 descendants d'immigrés. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'est cet ordre de grandeur-là. On a produit une étude détaillée à ce sujet, donc je peux renvoyer vos auditeurs aux chiffres sur cette question. Mais si on regarde les données d'intégration, j'évoquais le logement social, on a à peine 14% des immigrés d'Asie du Sud-Est qui vivent en logement social. On a un taux de propriétaires chez ces immigrés qui est beaucoup plus fort. Et le taux de propriétaires, c'est aussi symbole de quelque chose. C'est-à-dire que quand on achète dans un pays, c'est aussi qu'on a le souhait de s'y ancrer, qu'on veut y construire sa vie. Et qu'on a une meilleure situation économique. Donc oui. on profite plus de ce pays-là, oui. de ses droits civiques, de ses droits politiques. Oui, on est plus épanoui. Oui, mais vous voyez, typiquement, meilleure situation économique. Alors, les immigrés d'Asie du Sud-Est, ils ont un niveau de qualification à la première génération qui est très faible, vraiment très faible. Ils ont un niveau de maîtrise du français au global qui est aussi beaucoup plus faible que celui des Algériens, parce que les Algériens sont souvent francophones. Pour autant, ils sont dès la première génération beaucoup plus souvent en emploi. Vous avez 75% des immigrés vietnamiens, cambodgiens, laotiens en France qui occupent un emploi, contre 55% des immigrés algériens, c'est-à-dire 20 points de plus. Alors que le niveau de qualification est faible et alors que la maîtrise du français est beaucoup moins bonne. Et vous avez beaucoup moins en logement social, beaucoup plus en propriété. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi une volonté d'intégration économique et sociale peut-être plus farouche, là où, par exemple, dans le cas des immigrés algériens, on sait que parfois, le fait de vivre en logement social et d'y rester, c'est aussi un moyen d'économiser par ailleurs pour, par exemple, faire construire une maison en Algérie. On sait qu'il y a beaucoup d'immigrés algériens qui font ça. Est-ce que c'est un rapport très sain au pays d'origine dans lequel on vit sur le long terme? Ça pose quand même question, finalement. Ça veut dire qu'on a un pied dans les deux pays, que finalement, dans le cas du logement social, on en profite pour constituer un capital qu'on va plutôt investir dans l'immobilier du pays d'origine. C'est le genre de question que la diaspora devra se poser, puisque sa trajectoire est évidemment de rester en France et de s'y sédentariser. Est-ce que c'est le genre de réflexe qui est favorable sur le long terme? Moi, je n'en suis pas sûr. En tout cas, vous dites des choses très, très originales, avec des chiffres très intéressants. Alors, on va parler aussi d'un sujet sur l'immigration des cerveaux. Alors, il faut savoir que la France dépense chaque année, un chiffre a été révélé récemment, presque 130 millions d'euros pour des bourses d'études à l'égard en direction des étudiants algériens, etc. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a de la précarité, il y a de la malvie, les logements sociaux, etc. Mais il y a aussi des grands cadres. Les médecins algériens, on en parle. Les cerveaux à la Défense, par exemple, quand je vais à la Défense, à la sortie du bureau à 18h, je croise mes compatriotes avec qui me reconnaissent, je discute avec eux. Ils occupent tous des grands postes dans vraiment des grandes boîtes. Pourquoi cette immigration des cerveaux n'est pas suffisamment médiatisée, n'est pas suffisamment chiffrée et n'est pas suffisamment mise en valeur pour qu'elle soit un exemple aussi? C'est que la France n'accueille pas que des cas sociaux, il y a aussi des cas de cerveau. Et est-ce que la France ne serait pas gagnante à encourager davantage cette immigration-là, qui est à la fois favorable pour les deux pays, parce que les cerveaux algériens pourraient prospérer en France, par exemple, et pouvoir plus tard entreprendre dans leur pays d'origine. Alors, pourquoi on n'en parle pas assez de cette immigration-là qui est positive, entre guillemets? Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Il y a différentes raisons à ça.
D'abord, si on veut regarder les choses de manière lucide, cette immigration-là, ça n'est pas la majorité de l'immigration algérienne reçue aujourd'hui. Ce sont des cas individuels très, très nombreux qui existent et qui sont évidemment admirables. Mais quand on parle des grandes masses de l'immigration algérienne, les réalités sont... C'est-à-dire par rapport aux 3 millions pratiquement d'Algériens que nous comptons en France, si on compte les 2,7 millions et plus les sans-papiers, etc., on parlera après de chiffres globaux, c'est quand même une minorité, ce que vous voulez dire. En tout cas, si on parle au moins de la première génération, c'est assez nettement une minorité. Il n'en demeure pas moins que, évidemment, ça ne rend pas ça d'autant moins admirable, louable, et ça ne veut pas dire que la France ne doit pas chercher à spécifiquement s'adresser à cette immigration-là. Mais là, ça renvoie à une difficulté et qui a finalement peu à voir avec l'Algérie, mais qui a beaucoup plus à voir avec la politique française d'immigration, qui est qu'aujourd'hui, la France n'a globalement pas la capacité de choisir l'immigration qu'elle reçoit. Vous voyez, l'an dernier, au total, en France, on a accordé 336 000 premiers titres de séjour à des ressortissants étrangers extérieurs à l'Union européenne, donc c'est l'immigration légale. Parmi ces 336 000 premiers titres, donc c'est un record historique, c'est 3 fois plus que le nombre qu'on accordait à la fin des années 90, il y en a à peine une moitié qui relève vraiment d'une décision du politique. C'est-à-dire que vous avez l'immigration étudiante, dans laquelle il y a notamment des étudiants algériens, avec des niveaux de qualification et des types d'études très différents. Voilà. Il y a l'immigration professionnelle, c'est à peine un titre sur 6 l'an dernier, donc c'est une immigration qui est très minoritaire. Donc ça, c'est une moitié des titres. Et l'autre moitié... C'est familial. L'autre moitié, c'est familial. C'est aussi l'immigration humanitaire liée à l'asile, qui là concerne peu les Algériens, parce que les Algériens obtiennent rarement l'asile en France, parfois, mais rarement. Je suis parmi les rares réfugiés politiques en France. On n'est pas très très nombreux. C'est ça. Bon, j'espère que ça va durer longtemps, parce que si on est très nombreux, ça veut dire que l'Algérie serait dans une crise sécuritaire dangereuse. On peut se réjouir de ces réalités-là. Absolument, c'est pas ce qu'on peut souhaiter à l'Algérie, voilà, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, d'une part, professionnelle étudiante, c'est la moitié, familiale humanitaire, c'est l'autre moitié, et sur cette moitié-là, on n'a aucun moyen de contrôle, on n'a aucun moyen de choix. Et j'y reviens, l'immigration algérienne aujourd'hui, c'est très largement une immigration familiale qui est une immigration de droit. C'est-à-dire que quand vous remplissez les critères pour le regroupement familial d'un Algérien, il n'y a pas de limite quantitative. L'administration française vous doit un titre de séjour. Et ça pose quand même question parce qu'on ne choisit pas cette immigration-là, on ne peut même pas fixer finalement un plafond quantitatif. Et donc ça empêche de prioriser les profils qui sont ceux que vous décrivez. Donc vous nous dites clairement que la France n'est pas gagnante à cause de cette forte prédominance de l'immigration familiale. C'est certain. Et là c'est vraiment une singularité française. C'est-à-dire que sur une période de 15 ans, 2005-2020, si on regarde les données de l'OCDE, donc qui est l'instance économique des pays développés, on se rend compte que la France est le pays d'Europe de l'Ouest qui a accueilli l'immigration la plus largement pour motif familial. C'était plus de 40% du total des entrées d'immigrés permanents, contre 10% pour le motif travail. Donc vous voyez, c'est 4 fois plus que pour le motif travail. Et ça, évidemment... Comment ça se passe pour les autres pays développés, justement? Le cas d'Allemagne, le cas de l'Espagne, du Canada, des États-Unis? Non, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de pays développés qui ont une part plus importante d'immigration professionnelle. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Canada, des États-Unis. Même si le Canada, sur les dernières années, a eu une forte poussée d'autres types d'immigration, notamment liés à l'asile. Donc le Canada choisit un peu moins son immigration qu'il ne le faisait il y a 10 ans, par exemple. Mais cette capacité à choisir l'immigration, elle est cruciale parce qu'on évoquait la question du bilan économique et budgétaire, mais en vérité, j'y reviens, l'intégration économique, c'est le maître étalon de tout le reste de l'intégration. C'est ce qui conditionne et c'est ce qui est finalement à la fois le prérequis et le résultat de tout le reste du processus d'intégration. Et pour que ça marche, l'une des meilleures façons de faire, c'est de flécher l'immigration sur une immigration à motif économique, professionnel, qui correspondent vraiment aux besoins de l'économie française. Et toujours est-il qu'il n'y a pas d'études ou de rapports avec des chiffres précis sur le nombre de cerveaux, par exemple, étrangers qui sont en France, ou le nombre de cerveaux algériens qui sont en France. Il y a très peu d'études là-dessus. Non, il y a très peu d'études là-dessus. Il y a certaines données sur des secteurs d'activité. On a la part des immigrés, etc. Donc on sait que, par exemple, dans le secteur de l'informatique en France, il y a une part importante de gens qui sont des immigrés. Et donc voilà, ça c'est le genre d'immigration à valeur ajoutée économique, c'est certain, mais ça pose deux questions importantes. Même cette immigration qui est évidemment favorable, prise dans tous les cas individuels sur le plan économique, d'une part, ça pose une question importante pour l'Algérie, qui est celle de la capacité... C'est la perte des cerveaux pour l'Algérie, c'est-à-dire c'est les cerveaux algériens qui quittent l'Algérie. C'est ça, ça pose la question de la perspective de retour à terme de cette immigration qualifiée vers l'Algérie pour contribuer au développement du pays. Voilà, si ça doit avoir un bénéfice pour l'Algérie, ça impliquera un retour de ces cerveaux avec la formation et tout ce qu'ils auront acquis en France. Et ça renvoie à une autre question pour la France, qui est celle de la capacité de la France
à former ces cerveaux. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas très, très sain sur le long terme qu'un grand pays développé, qu'un des pays les plus riches du monde, ne soit pas en mesure de fournir suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de médecins, y compris d'ailleurs parmi sa population d'origine étrangère, en la formant sur place. Le recours, par exemple, à des médecins étrangers, évidemment, les médecins étrangers, ils sont très estimables et leur travail est. Ça peut créer des dépendances dangereuses. Ça crée des dépendances dangereuses. Et le fait qu'un pays développé recourt à l'importation de médecins depuis l'étranger parce qu'il n'en forme pas assez chez lui, ça me semble quand même poser des questions importantes. Alors, on va passer sur le plan politique maintenant. Voilà. Il y a un grand tabou qui règne aussi autour du poids électoral de la communauté algérienne. Et souvent, on nous dit que les Algériens votent à gauche. C'est pour ça que des mouvements de gauche, comme la France Insoumise, les dragues, etc. Et souvent, on nous dit, voilà, le prochain président français ne pourrait pas être élu s'il ne séduit pas l'électorat algérien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous dit que tous les présidents français, quand ils sont candidats, passent par Alger. Ils vont tous à Alger, parler avec les Algériens, faire une sorte de meeting là-bas, de tournée avec les dirigeants algériens, mais aussi avec la population. Est-ce que c'est un fantasme, le poids électoral de la communauté algérienne, ou c'est juste c'est une réalité chiffrée aussi? Non, alors c'est une réalité chiffrée qui renvoie à la question, là pour le coup moins chiffrée, des binationaux. Parce que fondamentalement, c'est ça. Pour voter en France, il faut avoir acquis la nationalité française. Donc les Algériens qui ont un poids électoral en France, ce sont des Franco-Algériens, dont on a dit à quel point il était difficile d'estimer le nombre de binationaux, mais on est peut-être autour d'1,5 million de binationaux au sens strict, peut-être quelque chose comme ça, peut-être entre 1,5 million et 2 millions. Là, je parle avec des grandes pincettes parce que, contrairement à bien d'autres données que j'ai pu vous partager, je n'ai pas d'éléments incontestables pour avancer ce chiffre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans une part du spectre politique, notamment à gauche, cette idée d'un électorat captif qu'il s'agit de mobiliser. Il y a de ça 15 ans maintenant, Terra Nova, donc Terra Nova qui est un think tank, comme on dit, un laboratoire d'idées de centre-gauche, avait produit une note qui s'appelait « Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ?» Donc vous voyez, c'était la présidentielle de 2012. Et on en avait beaucoup parlé parce qu'elle avait théorisé la nécessité pour la gauche de s'adresser de manière prioritaire aux populations issues de l'immigration. Et l'un des éléments qui était avancé dans cette note, donc il faut voir si c'est toujours vrai aujourd'hui, c'était que 90% des électeurs français issus de l'immigration maghrébine ou subsaharienne votaient à gauche. Donc c'est peut-être un rapport qui a bougé depuis, ça fait 15 ans, hein, donc l'électorat en question a beaucoup bougé, mais cette idée est très présente et elle correspond sans doute à une forme de réalité. Si on prend une variable qui n'est plus la variable migratoire, mais qui est une variable religieuse, si on prend la variable de l'islam par exemple, là, on sait qu'aujourd'hui la très grande majorité des musulmans en France sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. 44% des immigrés qui vivent en France se déclarent musulmans, 32% des descendants d'immigrés contre à peine 1% des personnes sans ascendance migratoire, dans ce 1%, il y a par ailleurs des gens qui sont des descendants d'immigrés de troisième génération. Donc vraiment, immigration et islam sont deux phénomènes très corrélés en France. L'IFOP, je crois que c'était l'IFOP, nous a dit, après la dernière présidentielle, que Jean-Luc Mélenchon avait fait plus de 60% parmi les électeurs qui se déclaraient musulmans. Et ces électeurs qui se déclarent musulmans, mécaniquement, sont très largement des électeurs d'origine immigrée, soit maghrébine, soit sahélienne, soit turque pour l'essentiel. Et donc c'est vrai qu'il y a cette idée qu'il y a là un réservoir de voix, et on ne peut pas s'empêcher de voir dans le comportement d'un certain nombre de partis politiques dans le débat public une volonté... Est-ce qu'il est déterminant, monsieur? Est-ce que cet électorat est déterminant pour le choix ou pour l'arrivée au pouvoir pour la désignation du futur président de la République en 2027, par exemple, et des élections en 2027? Est-ce que l'électorat algérien, par exemple, et par extension musulman et maghrébin, si on veut dire, va être déterminant dans le choix du futur président? En fait, à partir du moment où une élection est serrée, toute catégorie d'électorat devient déterminante. C'est certain, si demain on a une présidentielle qui se joue sur un second tour à 50,2% contre 49,8%, alors oui, on pourra dire que l'électorat franco-algérien aura été clé, de la même façon qu'on pourra dire que l'électorat franco-marocain l'aura été, ou que l'électorat retraité l'aura été, ou que l'électorat actif l'aura été. Là où il devient spécialement déterminant, c'est sur les territoires où l'immigration algérienne est spécialement présente. On pourrait citer effectivement les Bouches-du-Rhône, le Rhône, les départements des Hauts-de-France par exemple. Là, on sait qu'il y a un certain nombre de territoires, et on le verra notamment l'an prochain à l'approche des municipales, où le poids démographique de cet électorat est très présent. Vous voyez, il y a un député de la France Insoumise qui semble très attaché à défendre le régime algérien, qui s'appelle David Guiraud, et qui est député du Nord de la circonscription de Roubaix, à Roubaix où il y a une très forte population immigrée d'origine algérienne.
dont des gens qui sont des Franco-Algériens. Et on sent que dans sa démarche électorale, dans le fait de défendre ce qu'il croit être l'Algérie, c'est-à-dire le gouvernement algérien, il y a clairement aussi une volonté de séduire cet électorat-là. Et dans des villes comme Roubaix, oui, cet électorat a un poids démographique tel qu'il va jouer assez largement dans ce que seront les résultats au niveau local, parce que là, il est vraiment géographiquement très concentré. Alors, c'est très dommage de conclure un tel débat aussi intéressant, aussi passionnant et aussi important, parce que voilà, encore une fois, il y a des chiffres et les analyses, etc. Et on casse les tabous, et c'est notre objectif, notre mission. Alors, en dernier lieu, votre regard sur l'avenir de l'immigration algérienne en France. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'immigrés algériens en France, ou est-ce qu'on est vers une tendance baissière et une sorte de déclin inévitable de l'immigration algérienne en France à cause des problèmes politiques, et économiques et des mutations géopolitiques mondiales? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la diaspora algérienne que j'évoquais. Elle peut être vouée à croître même sans immigration, dans la mesure où il y a une natalité, notamment issue de cette immigration. Alors, les données datent un peu, parce que les dernières données de l'INSEE qu'on a sont par grandes zones géographiques, Maghreb, Afrique hors Maghreb, etc., mais pas par pays d'origine. Les dernières données que nous ayons sur vraiment les pays d'origine nous disent, ce sont des données de l'INED, donc c'est l'Institut national des études démographiques, qu'en 2014, les femmes immigrées algériennes en France avaient en moyenne 3,7 enfants par femme, ce qui était à l'époque le double des femmes non immigrées, et ce qui était même plus que les femmes algériennes en Algérie. Donc il y a cet effet-là de croissance de la diaspora, mais si on parle de l'immigration au sens strict, c'est-à-dire les flux migratoires entre la France et l'Algérie, moi je ne les vois pas se tarir naturellement dans les années qui viennent. Parce que la démographie algérienne est, en termes par exemple d'indice de fécondité, est un peu meilleure que celle de ses voisins maghrébins. Vous savez que je crois que l'indice de fécondité en Algérie maintenant doit être à 2,5 enfants par femme, là où il est descendu en dessous de 2 en Tunisie, il est environ à 2 au Maroc, donc il y a une jeunesse qui existe. La situation économique et politique du pays, que vous connaissez bien mieux que moi, est difficile, et de ce point de vue-là, la perspective d'émigration vers la France, c'est une soupape finalement. Et c'est vrai que la France est en première ligne en la matière. Peut-être une dernière donnée. En 2023, les 2/3 des titres de séjour accordés pour la première fois à des Algériens dans l'Union européenne étaient accordés en France. Donc demain, je pense que l'avenir de l'immigration algérienne, ça sera sans doute une poursuite naturelle des flux, mais politiquement, l'objectif, ça me semble être, du point de vue de la santé de la société algérienne, plutôt de tarir ces flux, du point de vue de la société française aussi, parce qu'il y a des enjeux d'intégration que je vous décrivais, et peut-être aussi de faire en sorte que l'immigration algérienne, comme l'immigration marocaine ou turque, se dispatche plus largement en Europe, parce que le fait qu'elle se concentre sur la France, ça maintient cette relation finalement cette relation un peu morbide de haine-fascination. Voilà, il y a un besoin de normalisation de la relation franco-algérienne, y compris sur le plan migratoire. Merci beaucoup, monsieur Nicolas, pour vos remontées. C'était Merci très à vous. passionnant. On aurait aimé continuer à approfondir le sujet avec vous. C'était un plaisir. J'espère que vous allez revenir pour une deuxième occasion. Ce sera avec joie. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Voilà, pour votre mesdames invitation. et messieurs, c'était un éclairage, une tentative de décrispation d'un sujet extrêmement complexe, en apportant encore une fois du déchiffrage de la science et de la pédagogie. Notre objectif est toujours d'éclairer et d'expliquer. Ensuite, c'est à vous de vous positionner en toute liberté. Et pour cela, il vous faut une information fiable et détaillée. Comme ça, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Continuez à nous suivre. Le débat se poursuit sur nos différentes plateformes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre débat, pour d'autres analyses et d'autres éclairages, j'espère aussi précieux que celui-là.